Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode de podcast un peu spécial. C'est une interview et c'est un petit peu différent que ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'admire beaucoup. Je reçois Claire Leleu, qui est vétérinaire spécialisée dans la recherche appliquée, la recherche équine évidemment. Avec Claire, on s'est rencontrés parce que elle a encadré mon mémoire de fin d'études quand j'étais ingénieure agricole. Et quelle rencontre ça a été parce que aujourd'hui, presque 10 ans après, on est encore très fort en contact. On a travaillé dans mon ancienne vie, dans les compléments alimentaires ensemble. On est encore très en lien. On adore échanger sur la problématique du cheval, suivant son point de vue et le mien. Claire, c'est une vétérinaire passionnée du cheval, de la science et qui adore en apprendre toujours plus, qui, au-delà d'aimer en apprendre, elle aime aussi partager autour du cheval, apporter quelque chose au monde du cheval et apporter quelque chose aux chevaux. Elle fait ça de manière brillante dans son corps de métier, qui est la recherche appliquée. Et je suis très contente de la recevoir sur ce podcast parce qu'on peut avoir des discussions passionnées sur divers sujets avec Claire et qu'aujourd'hui, on a décidé de vous parler du mal du siècle, peut-être, ou en tout cas d'un des maux du siècle, les ulcères gastriques, parce que j'en ai déjà parlé sur un autre épisode, mais les ulcères gastriques, je pense que les problématiques d'ulcères gastriques sont fortement sous-estimées. Et c'est en travaillant et en échangeant avec Claire notamment, et en croisant ça avec mon expérience terrain, que j'affirme ça aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment, vraiment sous-estimé. Donc, dans cet épisode, ce sera évidemment un épisode un peu type échange, mais Claire nous livre beaucoup de choses sur l'ulcère gastrique et son expérience à ce sujet-là. Elle va aussi nous parler d'une solution, vous allez le voir à la fin de l'épisode, qui est hyper intéressante. Et ce que j'aime chez Claire, c'est que elle a un regard global sur le milieu du cheval. Elle a un regard global sur le cheval. On partage aussi ce truc que le cheval n'est pas seulement qu'un estomac dans le cas de l'ulcère gastrique, mais que c'est aussi important de regarder le cheval dans son ensemble, dans ses conditions de vie, etc., etc. Bref, on se retrouve sur plein de valeurs. Avant de commencer l'épisode, j'ai simplement 2 mots que j'ai envie de te définir parce que peut-être que tu n'as pas les références. On parle beaucoup, surtout à la fin de l'épisode, de l'effet tampon dans l'estomac, de l'effet tampon du produit qu'elle va nous présenter aujourd'hui. L'effet tampon d'un produit, c'est sa capacité à faire remonter le pH, donc à faire baisser l'acidité. Donc c'est hyper intéressant, vous allez sûrement le comprendre dans le cas d'ulcères gastriques, parce que les ulcères gastriques, ils sont déclenchés et aggravés par l'acidité de l'estomac, et donc y apporter un produit qui lui permet d'augmenter son pH et donc de baisser l'acidité, donc un produit avec un pouvoir, ce qu'on appelle tampon, c'est hyper intéressant. Le deuxième mot que je veux vous définir un petit peu, même si ça ne sera pas une définition précise, mais c'est la myosite. Claire parle à un moment des myosites, des problèmes de myosite chez les chevaux. C'est des problématiques musculaires avec des chevaux qui font parfois des crises de myosite. Les crises de myosite, ça peut ressembler un peu à une crise de tétanie. C'est vraiment des douleurs musculaires chez les chevaux et certains sont plus sujets que d'autres. Et c'est quand même des problématiques qu'on repère surtout sur le sport de haut niveau et donc dans les courses aussi, qui est le milieu dans lequel Claire évolue le plus. Voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous laisse en compagnie de Claire Leleu pour cet épisode. Bonjour Claire.
Claire, je suis ravie de te rencontrer, de te voir sur ce podcast, de te recevoir sur ce podcast. On se connaît. Tu es, toi, vétérinaire, tu es spécialisée dans la recherche appliquée dans différents domaines, mais on va en parler plus tard. Et je suis hyper contente de t'accueillir ici parce que c'est toujours des bons moments qu'on passe ensemble d'abord. Et en plus, on a eu l'occasion de travailler ensemble et moi, je trouve que tu as un discours et une façon d'expliquer les choses qui sont toujours passionnantes. Et on peut parler des heures de plein de sujets hyper techniques sur les chevaux, toi et moi. Merci. Et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup, beaucoup nos auditeurs. Et encore plus qu'on va parler d'un sujet qui est vraiment très très répandu dans le monde du cheval. On va parler notamment des ulcères gastriques aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être là pour parler de tout ça. Mais écoute, c'est avec un grand plaisir. Trop bien. Claire, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, je dis que donc tu es vétérinaire et que tu es spécialisée dans la recherche appliquée, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui. Alors en fait, donc j'ai une formation de veto, hein, j'ai fait Maison Alfort il y a maintenant fort longtemps, en ayant toujours voulu en faire de l'équine. Je voulais être voilà veto équin, plutôt certainement généraliste initialement. Et puis je suis arrivée un peu fortuitement dans une unité de recherche appliquée en physiologie de l'exercice humaine et équine comparée. Qui était à l'époque basée à Laval, qui a disparu depuis, qui s'appelait Pégase Mayenne. Et par la suite, en fait, à la fin de Pégase, j'ai décidé de recréer la même structure, mais à titre privé. Et donc, j'ai créé ma structure indépendante qui s'appelle Equitest et qui est une structure de recherche appliquée en physiologie de l'exercice du cheval et aussi en nutrition, parce que je me suis aperçu qu'il y avait des besoins, en fait, de la part des industriels d'obtenir des données techniques, des données terrain qui permettent de d'étayer en fait la mise sur le marché d'un certain nombre de produits, d'aliments, de compléments alimentaires, éventuellement de matériel, tout ce qui est lié en fait au cheval, à l'entraînement. Alors cheval de course plutôt parce que je suis basée en Mayenne, qui a plein de trotteurs et que en fait le cœur de ce qui avait été mis en place au niveau de l'unité de recherche appliquée, c'était vraiment de la physiologie de l'exercice du cheval de course. Donc je suis restée en fait localement dans ce milieu-là. Et donc voilà, mon métier, enfin les industriels qui m'appellent ont besoin de services et en recherche, en développement et de données terrain issues de l'expérimentation avec des vrais chevaux pour présenter des données techniques et scientifiques à leurs clients quand ils vont mettre un produit sur le marché. Ok, Donc voilà, je crée de la donnée. ok, trop bien. Que t'interprètes même parfois. En gros, du coup, les industriels, ils t'appellent quand ils ont un nouveau produit ou un produit qu'ils ont envie de reformuler ou quelque chose comme ça. On va parler peut-être Exact. de produits plus en nutrition. Aujourd'hui, c'est le milieu dans lequel on a travaillé ensemble, les Ouais. compléments alimentaires. Et Mm. en gros, ils t'appellent, ils te disent, souvent c'est un super produit génial qui fonctionne et qui révolutionne tout. Est-ce que vous pouvez tester ça sur des chevaux pour prouver qu'il est génial et qu'il déchire tout, quoi. Et Exactement. ouais, voilà. Exactement. Donc généralement, il y a d'abord un premier travail en fait de bibliographique où en fait, en fonction de la formule du produit, on va voir si théoriquement en fait c'est censé marcher. Il y a déjà en fait, on regarde un peu ce qui a été fait dans d'autres espèces comme chez l'athlète humain ou s'il n'y a pas de données en humaine enfin s'il y a des choses ont été faites in vitro chez la souris, etc. Donc on regarde dans un premier temps, on fait un bilan pour voir l'efficacité théorique du produit en fonction de ce qu'il y a dedans, de la nature des ingrédients, de la quantité d'ingrédients. Et puis après, donc, en fonction de ça, je vais conseiller tel ou tel protocole expérimental, sachant que des fois, je suis amenée à leur dire, très honnêtement, on prend des risques à aller mettre en fait une étude sur le terrain parce que la probabilité d'observer des résultats est assez faible. Ouais. Alors des fois, ils nous disent, oui, mais les retours clients sont tellement bons, on va forcément voir des choses. Bon, et puis des fois, on a des bons résultats, et puis la plupart du temps, en fait, on voit effectivement rien de statistiquement différent, sachant que le principe d'un essai terrain, c'est d'avoir toujours un groupe contrôle, de manière à comparer les résultats de populations de chevaux
si possible les plus grandes de manière à ce que statistiquement ce soit significatif. Donc avoir des grandes populations de chevaux étudiées, avoir toujours un lot contrôle, c'est-à-dire comparer un lot traité et un lot non traité, et si possible en aveugle, c'est-à-dire ne pas savoir où est l'ingrédient, où est l'additif qu'on est en train de tester pour être parfaitement objectif et pas introduire de biais en fait quand on fait les mesures. Donc ça, c'est vraiment les protocoles standards en fait pour faire un bon travail scientifique pour valider l'efficacité d'un additif. Ouais, ok. Et d'un point de vue test, parce que du coup, il y en a peut-être qui se posent la question là. On parle d'expérimentation sur des animaux. Oui, Pour- d'un point de vue pour rassurer tout le monde sur ce qu'on inflige aux animaux ouais. qu'on étudie, est-ce que tu peux nous dire un peu de manière pratico-pratique qu'est-ce que tu testes sur les chevaux et Ouais. par quel moyen? Oui, oui, en fait, c'est des choses très peu invasives, hein. Là, je travaille sur des vrais chevaux à l'entraînement, des vrais chevaux de course qui appartiennent à des propriétaires, à des entraîneurs. Donc, évidemment, les mesures, elles sont non invasives. Ça se basera principalement sur des prises de sang et on va regarder en fait des marqueurs sanguins qui sont liés, par exemple, à l'immunité si on veut tester un additif qui a supposément des propriétés d'immunostimulation, sur des enzymes musculaires, des paramètres de stress oxydant si on est en train de tester un additif à base de je ne sais quoi, de plantes aux propriétés antioxydantes. En fait, on regarde des paramètres principalement sanguins qui permettent de vérifier l'impact physiologique de cet additif. Après, comme moi je suis spécialisée en physiologie de l'exercice, je vais faire des tests d'effort, c'est-à-dire on va demander aux chevaux entraînés de faire un exercice standardisé et je vais regarder leur réponse en fait à cet exercice. Donc je vais mesurer des vitesses, je vais mesurer des fréquences cardiaques, je vais mesurer des lactates, hein, des paramètres en fait d'objectivation de la façon dont leur organisme fonctionne à l'effort. Et tous ces paramètres vont nous dire si le cheval a une bonne réponse ou pas à l'entraînement, si sur un plan physiologique, on observe en fait des modifications favorables en fait à la santé du cheval, à son bien-être, à sa performance, etc. Donc en fait, les mesures, elles sont voilà principalement physiologiques, des mesures de fréquence cardiaque, des mesures sanguines, donc on fait des petites prises de sang, et puis éventuellement, par exemple sur la problématique des ulcères, on va faire donc des examens vétérinaires, des gastroscopies, qui font partie des examens classiques de médecine vétérinaire pour objectiver l'existence d'ulcères. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu globalement, il y a quand même des choses qui sont récurrentes dans les choses que tu testes, notamment en nutrition. Est-ce que tu peux nous dire globalement les grandes catégories de produits qu'on te demande de tester? Alors, bah, du fait en fait de ma spécialité au niveau physiologie de l'exercice, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux muscles, c'est-à-dire reprendre du muscle, euh, améliorer la récupération musculaire, améliorer la protection musculaire pendant l'effort. Tout ça, en fait, c'est des variables qui me sont assez familières. Donc voilà, tout ce qui touche vraiment au musculaire. Après, j'ai eu l'occasion de faire quelques protocoles sur l'immunité. Voilà, je suis pas spécialisée en fait, par exemple sur le microbiote ou le système digestif. J'ai pas les outils et les compétences pour étudier très précisément le microbiote. Donc, en fonction enfin, de chaque spécialité de chercheur, on va se focaliser un peu. Mais c'est vrai que le muscle, la fonction, en fait, le métabolisme énergétique de manière générale, et puis par exemple, pour les pathologies digestives, les ulcères en particulier, je sous-traite en fait la partie, j'ai pas de gastroscope, donc je sous-traite la partie de mesure gastroscopique avec des structures, bah, par exemple les écoles vétérinaires de Nantes ou d'Alfort. Je les fais intervenir et je collabore, en fait, je mets en place le protocole, mais je fais faire par d'autres les examens que je suis pas en mesure de réaliser moi-même. Ok. Et du coup, là, on a choisi de parler d'ulcères gastriques aujourd'hui. Est-ce que les ulcères gastriques, c'est quelque chose, enfin, la grande problématique des ulcères gastriques, c'est quelque chose pour laquelle on a l'habitude de t'appeler ou pas tellement? Si, si, ça fait longtemps en fait que bah voilà qu'ils ont été identifiés comme des causes d'inconfort, enfin des vrais problèmes de santé et des causes de contre-performance en fait qui sont parfois c'est le seul signe clinique, c'est une baisse de performance et on retrouve pas forcément toujours tout le tableau clinique classique de l'ulcéreux. Donc et puis les chevaux de course
et le milieu dans lequel je vis sont tellement exposés en fait que évidemment c'est une problématique qui m'est assez familière et qui m'est facile en fait de recruter des chevaux parce que c'est un problème extrêmement fréquent chez les galopeurs, chez les trotteurs aussi, mais ça l'est aussi dans une moindre mesure, mais c'est aussi un problème pour les chevaux de sport et les chevaux de loisirs, hein. C'est certainement une problématique qui est très sous-estimée parce que justement, il n'y a pas de, il y a, on peut pas établir un diagnostic définitif sur la simple base des signes cliniques. Le seul diagnostic définitif, il peut se faire par gastroscopie, qui est un examen donc nécessitant du matériel, voilà, enfin qui est un peu lourd et un peu coûteux, mais c'est la seule façon d'établir de manière définitive que le cheval présente des ulcères. Par contre, effectivement, souvent l'entourage du cheval, les cavaliers, les entraîneurs vont être amenés à essayer de mettre en place, en suspectant sur la base des signes, voilà, qu'on connaît tous, mais sur lesquels on pourra revenir, en suspectant la présence d'ulcères, mettre en place des stratégies voilà, des traitements, alors parfois médicamenteux, parfois non médicamenteux, mais pour essayer de voir s'il y a une réponse au problème et s'il y a une amélioration des signes cliniques. Donc c'est ce qu'on appelle un diagnostic thérapeutique, c'est-à-dire qu'on suspecte un problème, on essaie de mettre en place une solution et on regarde en fait si on a une réponse à ce problème ou pas. En tout cas, si on a une amélioration. Ouais. Et de là, bon, scientifiquement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que beaucoup font en fait. Ouais, c'est qu'on suspecte un problème, on traite pour ce problème-là, et si ça s'améliore, c'est que ce problème, c'est que c'était bien ça, et si Exactement. ça s'améliore pas, c'est que c'est autre chose, quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est pas fait dans les règles de l'art, mais dans la vraie vie, c'est comme ça que beaucoup font. Ouais, ok, trop intéressant. Du coup, par rapport à ce problème d'ulcère gastrique, et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui sur ce podcast, parce qu'on en parle, on en a parlé beaucoup, toi et moi, ensemble. On a participé à des études sur le terrain ensemble. J'ai un peu travaillé avec toi, j'ai un peu été ta stagiaire et ton assistante sur certains protocoles. Et en fait, notamment sur la dernière sur laquelle on a bossé ensemble, on était quand même assez scotché du taux de présence de ces ulcères Mm. gastriques. Et on s'est effectivement fait beaucoup la remarque que ça devait être fortement sous-estimé. Mm. Et moi, du coup, je fais un petit lien juste avec un autre épisode de podcast dans lequel je parle, parce qu'on a eu une pure sang à la maison sur lesquels on a eu des suspicions. On a des suspicions d'ulcère gastrique, et c'est en grande partie parce que j'ai participé à cette étude que moi, maintenant, dès que je vois un cheval un peu pas trop en état, un peu en stress, un peu qui a tendance à stresser, etc., je me dis tout de suite, une des possibilités, c'est l'ulcère gastrique. Je suis absolument pas vétérinaire, je ne vais pas faire de diagnostic, mais en tout cas, il y a la petite lumière qui s'allume dans mon cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit, nous, en observant, enfin, et toi qui observes beaucoup plus de chevaux sur ces problématiques-là que moi, mais est-ce que il y a des études qui nous parlent plus précisément, avec plus précisément de ces problématiques-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que les études disent de la proportion de présence d'ulcères chez les chevaux? Ouais, eh ben, il y a un article de revue en fait qui est un peu l'article de référence qui donne des prévalences en fonction de la discipline, enfin en fonction de la race et de la discipline, parce que les races elles sont toujours un peu liées à une discipline. Par exemple, les pur sangs a priori sont plutôt prédisposés avec des prévalences, c'est-à-dire un pourcentage de chevaux affectés qui tourne entre 80 à 100% sur des chevaux en plein entraînement, en compétition. Après, quelle que soit la discipline, c'est le niveau d'entraînement et l'accès à la compétition qui augmente fortement en fait la prévalence. Ok. La quantité de stress en fait qu'ils connaissent au moment où ils commencent les compétitions et pendant leur saison de compétition, c'est quand même un énorme facteur qui va augmenter la prévalence. Chez les trotteurs, on parle de 60 à 90%. Là, dans les études qu'on a pu faire sur des jeunes chevaux, hein, c'était des 2 ans, donc ils étaient vraiment en préparation au qualif, ils n'étaient pas sur des niveaux d'entraînement extrêmement intenses. Par contre, il y a quand même le stress du jeune cheval qui apprend son métier. Voilà, on avait des taux de 75-80%, donc on était vraiment étonné en fait de la précocité du problème et oui c'est vraiment non négligeable. Ce qui est un peu troublant avec ces problèmes d'ulcère, c'est qu'en fait la plupart des chevaux on est incapable de suspecter l'ulcère. Ouais.
et que on a eu en fait pendant la dernière, donc le dernier produit que j'ai testé pour lequel voilà j'étais un peu bluffé des effets, c'est que toute la phase de recrutement des chevaux, il nous fallait des chevaux ulcéreux, et donc quand on discutait avec les entraîneurs, ils nous présentaient des chevaux en nous disant bah celui-là il mange super bien, il est rond, poil de souris, si celui-là il peut pas en avoir, hop on mettait le gastroscope et il y en avait plein, et inversement des profils type d'ulcéreux où on disait ah bah si celui-là il y en a pas, on connaît pas notre métier, et en fait c'était pas la cata. En fait il y a une décorrélation entre parfois l'apparence des chevaux et ce qu'on va voir en fait une fois qu'on va mettre un gastroscope dedans. Donc effectivement, il y a le profil type de l'ulcéreux nerveux qui perd de l'état, qui mange pas bien, qui a le poil piqué, qui coliquette, qui réagit au sanglage, qui grince des dents, qui bâille. Enfin, vous pouvez avoir tout le panel en fait. Complet sur un même individu où on se dit franchement là et c'est vrai que globalement enfin souvent il va présenter des ulcères importants, mais il y a quand même en fait un certain nombre de chevaux pour lesquels c'est pas facile de d'imaginer en fait que le problème peut être des ulcères parce qu'ils ont justement pas toute la gamme de symptômes classiques qu'on attend d'un cheval ulcéreux. Ouais. Ok. Et c'est là que c'est compliqué, compliqué à cerner, notamment, et ça peut être, ouais. Et pour autant, c'est sûrement extrêmement douloureux pour eux quand même, quoi. Oui, Donc, oui, oui. si on observait le cheval de manière fine, on verrait sûrement des signaux d'inconfort qu'aujourd'hui on met pas là-dessus, mais qui en fait viennent du fait qu'il est ulcéreux, quoi. Ouais, et c'est pareil, c'était étonnant de voir en fait donc on a scoré les lésions et de voir des chevaux performants malgré des niveaux de lésions importants, mais on se dit qu'effectivement ça doit être assez difficile de performer avec des muqueuses aussi lésées et que le niveau de performance serait quand même potentiellement meilleur si l'estomac était intact. Mm. Donc après, les études qu'on a fait, c'est sur des trotteurs, et les trotteurs, c'est des chevaux qui sont quand même euh, très résilients et qui, enfin voilà, qui sont courageux, qui vont sur le mal. Donc, sur des chevaux plus sensibles, en fait, on voit aussi peut-être plus facilement des signes apparaître que sur des trotteurs qui sont parfois un peu froids et moins démonstratifs que des pur sang, par exemple. Ouais. Ok. Intéressant. Et du coup, là, tu nous parles de chevaux en performants, tu vois, ou en tant que enfin, des chevaux de sport, quoi, que ce soit de course ou pas. Est-ce que tu as Mm. parce que en fait, je pense que la problématique ulcéreuse, moi, le fond de ma pensée, c'est qu'elle est sous-estimée sur les chevaux de sport de haut niveau, mais à mon Ouais. avis, elle est aussi fortement sous-estimée chez les chevaux de loisirs, voire les chevaux tondeuses, quoi, tu vois. Et il y a une étude qui a donné des chiffres un peu sur cette population de chevaux-là? Ben, sur les chevaux de loisirs, en fait, moi j'ai trouvé des prévalences voilà, dans la littérature de 20 à 60%, donc c'est loin d'être négligeable. Et effectivement, en fait, c'est pas parce que on a affaire à des chevaux de loisirs qu'on a, enfin voilà, qui subissent pas certains stress. Ouais. Et il y a un certain nombre, en fait, les éthologues s'intéressent beaucoup aussi à ce problème d'ulcère, et par exemple les changements permanents d'environnement, quand c'est pas jamais les mêmes personnes qui viennent soigner pour des chevaux, voilà, des chevaux en club ou des chevaux dans des écuries de propriétaires. En fait, il y a un certain nombre de chevaux un peu sensibles où qui vont être un peu perturbés par le fait que c'est jamais la même personne, que les habitudes changent, que la routine, elle a du mal à se mettre en place, et que ils insistent sur le fait que le stress environnemental, qui peut être presque parfois supérieur avec des amateurs qu'avec des professionnels, en fait, parce que voilà, on, on ne sait pas forcément, disons que voilà, l'éthogramme normal du cheval, il est normalement mieux connu par un pro que par un amateur, et il y a peut-être des, disons que des petites erreurs en fait en matière de manipulation des chevaux qui font que ça les stresse globalement plus que, en tout cas de manière non négligeable, Ouais. suffisamment pour induire en fait un stress d'environnement. Ouais. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que juste je me permets de rebondir, tu vois, mais moi, une de mes spécialités, c'est que j'accompagne les gens qui ont peur à cheval. Mm. Et il y a quand même des choses que moi je vis avec des gens des gens où en 6 mois, on a une transformation de l'humain avec son cheval, mais on a aussi une sacrée transformation du cheval, quoi. Mais bien sûr, mais c'est complètement interdépendant, c'est-à-dire qu'il y a rien de plus facile pour stresser un cheval que d'être stressé Ouais. soi-même.
Bah ouais. Et que donc, avec des gens détendus, confiants, bah, le cheval, il souffle. Avec quelqu'un qui est tendu, quelqu'un qui parle fort, enfin, qui va en fait les mettre un peu sur le gaz. Rien que, enfin, ce que j'appelle moi du stress d'environnement. Je sais pas si c'est le terme, mais c'est voilà, le fait de mettre de la musique fort dans l'écurie, le fait, Ouais. enfin, qui puisse pas être complètement cool, que ça change de personnel tout le temps, que ce soit jamais les mêmes personnes, qu'elles aient leurs petites habitudes différentes. Et en fait, je pense que ça peut induire des stress qui sont légers, qui sont pas les mêmes que ceux de chevaux à l'entraînement, qui vivent en fait la compétition, le transport, etc. Mais sur des chevaux sensibles, je pense que ça peut être aussi des facteurs de favorisant en fait l'apparition des ulcères, plus toutes les erreurs alimentaires qui peuvent être faites aussi quand c'est pas géré de manière adéquate. Ouais, ok, trop intéressant. Et ouais, tu parlais d'environnement, il y a quand même un truc hyper intéressant, et ça, pareil, je le partage, mais moi, je parle beaucoup, tu sais, des besoins fondamentaux du cheval, et moi, je parle beaucoup de travail collaboratif. Nous, ici, pour les gens qui écoutent ce podcast, la performance, elle se loge dans la capacité qu'on a à développer la collaboration avec notre cheval, ce qui est en vrai une performance, parce que c'est pas une mince affaire. Je parle souvent des 5 besoins fondamentaux, de manger à sa faim, boire à sa soif, dormir, bouger et avoir des potes. Mm, Et le truc hyper intéressant et que j'ai envie de partager là, parce qu'il y a un lien, il y a un lien direct entre effectivement l'environnement et le stress probable, c'est mm, que on a quand même des chevaux, même quand sur le papier on coche, tu sais, on se dit bah tiens mon cheval il vit en troupeau donc les potes c'est bon, il est à l'herbe donc il mange à sa faim, il a de l'eau claire etc etc. Et pour autant on a quand même des chevaux qui montrent clairement des signaux de stress mm, et qui sont tout le temps un peu anxieux, tout le temps ouais, tout le temps sur l'œil, qui vont pas bien. Et donc il y a aussi ce facteur-là où là je le dis juste pour les gens qui nous écoutent, mais à prendre en compte par rapport au stress, de se dire que la gestion du stress chez le cheval, comme tu le dis, ça peut aussi être induit par plein de choses, presque par tu sais parfois on parle de ce que dégagent les gens qui viennent les soigner et tout ça, mais il y a une histoire, tu vois, d'énergie du lieu, quoi. Il y a des lieux où t'arrives, tu sais pas pourquoi, il s'est encore rien passé, mais tu te sens pas bien du tout. Et il y a des chevaux pour qui ça, déjà, c'est un stress permanent induit, quoi. Et donc, ouais, je pense que c'est pas du tout le même stress. Celui-là, c'est un stress complètement environnemental comparé à un autre stress que pourrait être le stress d'un cheval de sport, par exemple, qui va en permanence prendre l'avion pour aller performer à l'autre bout du monde et tout ça. Mais je pense que c'est aussi fortement sous-estimé et ce type de stress-là, il peut induire des problématiques physiologiques telles que les ulcères aussi, quoi. Donc voilà, c'est juste un petit aparté pour parler de cette notion de stress que je pense on sous-estime grandement chez nos chevaux en fait. mm. Voilà. Trop cool. Est-ce que Claire, tu veux bien nous parler parce que du coup aujourd'hui on a choisi de parler de d'ulcère gastrique. On a choisi de parler notamment d'un produit particulier qui est, enfin d'un produit, ouais, d'un complément alimentaire particulier qui a un complément alimentaire sur lequel on a travaillé ensemble, où je t'ai assisté sur cette étude-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce produit parce qu'il se passe quand même un truc hyper intéressant, c'est que jusque-là, quand on a présenté ton métier, on parle de recherche appliquée. Et pour autant, tu as choisi après quelques années, après je sais pas combien, 20 ans peut-être de métier de vétérinaire dans la recherche appliquée, de permettre de développer un produit, complément alimentaire sur l'ulcère gastrique spécifiquement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit-là? C'est Comment t'en es arrivé là, quoi? Ouais. Alors en fait, tout commence été 2021. Donc je suis démarchée comme voilà comme souvent par une société bretonne qui s'appelle Tima Magnésium, qui est spécialisée dans les minéraux et en particulier ils ont une filiale en fait voilà qui développe des solutions pour la nutrition végétale et animale et aussi avec des valences industrielles à base de magnésium. Et donc, ils possèdent sur voilà énormément de mines permettant en fait d'avoir des ressources en magnésium de nature différentes.
Donc c'est Margot Joine en fait qui est à la base en fait de ce produit, qui est donc chef produit de cette de ce complément alimentaire qu'elle veut me faire tester. Et, euh, et en fait, forte de mon expérience sur les solutions, les compléments alimentaires à destination des chevaux ulcéreux, ma première réaction, enfin, et je l'avais eu avec elle et avec d'autres, c'est de lui déconseiller en fait de partir sur un essai clinique parce que je sais à quel point c'est compliqué de mettre en évidence un effet anti-ulcère avec du complément alimentaire. J'ai bossé un peu sur l'aloe vera. On avait eu quelques données préliminaires qui étaient intéressantes, mais globalement, quand on augmente le nombre de chevaux, c'est un problème qui est tellement multifactoriel qu'en fait, c'est difficile avec des solutions naturelles d'observer des résultats jusqu'à en fait un niveau de validation scientifique, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on puisse voir une différence significative d'amélioration de l'état de l'estomac entre un lot contrôle et un lot traité. Donc ma première réaction, c'est de lui dire, franchement, c'est des études qui coûtent cher parce que les gastroscopies, c'est un examen qui coûte cher. Très honnêtement, vous prenez des risques en fait à vouloir investir dans ce type de protocole parce que c'est difficile d'avoir des résultats. Et donc dans un premier temps, j'essaie de leur éviter de dépenser de l'argent et de faire une erreur stratégique. Mais voilà, elle insiste beaucoup. Elle me dit qu'ils ont une solution en vache laitière qui marche très bien pour tamponner l'acidité, enfin l'acidose ruminale. Donc, ils ont une solution qui marche bien dans une autre espèce. Et puis, elle est extrêmement motivée et convaincante. Donc voilà, on part sur ce protocole parce que la société est sûre de ses résultats. Et donc, la première étude qu'on va faire sur Team Ride Up, c'est de recruter 45 poulains de 2 ans. À ce moment-là, on intègre en fait l'additif dans un granulé, et puis pendant un mois, en fait, on va distribuer à ces 45 poulains qui ont été divisés en 2 lots. Alors, ils ont été scopés. On a été d'abord établir un score en fait gastroscopique. Le score, il va de 0 à 4. 0, c'est un- une muqueuse en fait de l'estomac qui est normale, et puis 4, c'est un niveau d'ulcération en fait qui est très important. Et puis voilà, entre les deux, on a des scores qui varient. Donc on commence par faire des gastroscopies. À partir de ces gastroscopies, on fait deux lots, on répartit les poulains en 2 lots de manière à ce que le score moyen des 2 lots soit équivalent, qu'on parte avec le même niveau de gravité en fait euh, des, euh, de gravité des ulcères dans les 2 lots. Et puis pendant un mois, on va donner à un groupe un aliment normal et puis à l'autre groupe le même aliment dans lequel en fait on a intégré 40 grammes de Team Ride Up. Et tout le monde est en aveugle, c'est-à-dire les entraîneurs savent pas où est l'additif, moi je sais pas où est l'additif. Il y a que le fabricant de l'aliment en fait qui sait en fait où il a placé la dose de Team Ride Up. Et à l'issue en fait de 30 jours de traitement, où là en fait les résultats c'est très visuel parce qu'on voit en fait il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps pour voir en fait par rapport à la première gastroscopie si le cheval s'est amélioré d'un point de vue de son score d'ulcère. Et donc j'arrive à retrouver où est le groupe traité, ce qui n'arrive vraiment exceptionnellement. Enfin, et je rappelle en fait Timable, la structure qui m'a commandé l'étude, en disant bah normalement l'ingrédient il est dans ce lot-là parce que on a des résultats qui sont vraiment fabuleux. Euh, Comme ça à première vue statistiquement, on va avoir des bons résultats. Effectivement, l'ingrédient, le Team Ride Up se trouvait en fait dans le lot et j'ai retrouvé en fait toute seule, compte tenu de l'évolution des estomacs, où était le produit actif. Et ça, compte tenu du fait que ça ne m'arrive quasiment jamais, j'étais déjà bluffée en fait par le fait d'être capable de dire bon bah voilà. Il est efficace et j'ai retrouvé dans quel lot était l'additif. Ouais. Donc ça m'a déjà fortement interpellée. Et puis autre chose. Donc quand on a fait derrière les statistiques, on a fait les analyses et effectivement il y avait une différence d'évolution entre le lot traité et le lot témoin. L'autre chose qui m'a interpellée, c'est que les entraîneurs nous rapportaient sur ces jeunes trotteurs une meilleure réponse à l'entraînement, c'est-à-dire qu'ils avaient des chevaux qui étaient
énergique, et puis qui semblait en fait réagir à l'entraînement de manière assez positive. Et puis j'avais fait de la biblio sur comme c'est un produit à base d'oxyde de magnésium, j'ai fait la biblio sur le magnésium et effectivement sur un plan musculaire, ça présente pas mal d'intérêt. Les sportifs en prennent, se supplémentent souvent de manière assez forte parce que on est nous-mêmes facilement carencés. Et donc, il y avait un intérêt sur un plan métabolique et musculaire que je trouvais intéressant. Et puis, voilà en fait comment j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au magnésium. Et l'année d'après, j'ai proposé donc à la société de refaire un peu la même étude pour vérifier nos données, hein. Enfin, c'est toujours important sur un plan scientifique de pouvoir renouveler et répéter une expérience et retrouver les mêmes résultats. Ça conforte le fait qu'on ne s'est pas trompé la première fois. Donc, en 2022, on remet une étude en place sur des chevaux donc qui couraient entre 2 ans et 8 ans, des chevaux en compétition, en recrutant donc des chevaux ulcéreux, donc des scores 2 et plus, donc vraiment des chevaux qui présentaient des scores, enfin des ulcères significatifs sur un plan clinique. Et là, j'ai fait des tests d'effort pour voir sur un plan métabolique, on avait en fait des améliorations de fonctionnement, si on avait une diminution un peu des lactates, c'est-à-dire des métabolites qui témoignent en fait d'un niveau de fatigue musculaire. Euh, et donc cette étude, donc là on part sur ouais, 65 chevaux et de nouveau et là pour le coup l'additif n'a pas été intégré dans l'aliment, il a été mis en top feeding, c'est-à-dire il a été mis tel qu'il est sur le marché, c'est-à-dire des petits granulés qu'on verse sur la ration. Et de nouveau on observe une diminution des ulcères dans le lot traité par rapport au lot contrôle. Donc on a voilà renouvelé en fait et vérifié les premiers résultats qu'on avait eus sur une autre population l'année d'avant. Et par contre, j'ai rien vu en fait sur mes résultats de test d'effort, donc j'étais un peu frustrée parce que sur un plan musculaire, j'ai pas réussi à mettre grand-chose en évidence. Par contre, les retours terrain étaient bons. Alors je sais que c'est pas scientifique de parler de retour terrain, Ouais. mais mine de rien, c'est quand même important parce que les entraîneurs nous ont rapporté voilà des chevaux qui avaient de l'énergie, qui récupéraient mieux et aussi qui étaient pour certains beaucoup moins nerveux. Et ça s'est vérifié par la suite quand le produit a vraiment été mis sur le marché, c'est-à-dire début de l'année dernière, et en particulier sur les galopeurs, où beaucoup d'entraîneurs nous ont rapporté des chevaux beaucoup plus détendus, beaucoup mieux dans leur tête, moins nerveux. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment un effet magnésium presque indépendant de l'effet ulcère, qui fait que le magnésium arrive à stabiliser un peu les humeurs de certains et que, il y a un double intérêt du produit, même je dirais triple intérêt. C'est un de, voilà, tamponner fortement l'acidité et donc permettre de cicatriser un peu plus rapidement les ulcères gastriques. Deux, au niveau musculaire, il y a certainement en fait le magnésium, c'est un cofacteur de centaines d'enzymes du métabolisme musculaire et je pense que ça améliore le fonctionnement de certaines d'entre elles. On n'a pas réussi encore à le démontrer, mais je pense que la prochain essai qu'on mettra en place sur Team Ride Up, ce sera sur cette valence musculaire. Et troisième effet, sur le comportement où pour le coup ce sont les retours terrain qui nous font dire que ça a aussi un intérêt sur des chevaux très nerveux qui seraient compliqués à utiliser au travail et pour lequel voilà on a des chevaux beaucoup plus zen, énergiques et en même temps plus zen. Ouais. Et donc voilà, forte de ces deux études, moi qui n'avais mais jamais eu l'idée en fait d'accompagner un produit de manière voilà de manière importante, je leur ai proposé de les accompagner commercialement parce que voilà, c'est un milieu que je connais bien, un marché que je connais bien, et j'étais tellement enthousiasmée par ce produit que voilà, je leur ai proposé de les suivre sur la partie commerciale. Et voilà, donc c'est la première fois en fait de ma carrière que je vais soutenir un produit au point de le commercialiser. Ouais. Voilà pour répondre à ta question de l'histoire. J'étais un peu longue. Ouais, mais c'est important, c'est trop cool. Et bon, déjà, je vais préciser que pour enthousiasmer Claire sur un produit, il faut des vrais résultats terrain.
Ça c'est sûr. Mais moi qui ai vu du coup la genèse qui ai suivi un peu ce truc je me souviens encore de ce jour où tu m'as appelé en me disant, oh Morgane, j'ai un produit génial, faut que je t'en parle, machin, et que je me suis retrouvée un peu par hasard à faire l'assistante vétérinaire sur l'étude pour quelque temps. Je trouvais ça hyper intéressant de voir l'évolution de ce produit-là, et effectivement, moi qui ai un peu des notions aussi de par mon passé de chef produit et dans les compléments alimentaires. Je sais que les ulcères gastriques, franchement, c'est une galère sans nom. Et puis en tant que propriétaire, on le sait aussi, hein, ceux qui sont propriétaires de chevaux, quand on connaît quelqu'un qui a un cheval ulcéreux dans son environnement, c'est la misère à gérer et on trouve jamais le produit qu'il faut, etc., etc. De voir vraiment concrètement ces estomacs passer de rouge sang à rose fesses de bébé là, c'est c'est quand même hyper impressionnant sur un même cheval en un mois quoi, en un mois d'intervalle. Donc Mm. c'est assez dingue de voir ça. Ok. Et en plus, il y a aussi cet effet derrière sur la sérénité, quoi. Et qui, à la fois, il y a l'effet magnésium, je pense, mais bon, à la fois, il y a aussi l'effet qui me semble assez évident que quand t'as moins mal au bide, Oui, oui, oui. bah en fait, tu vas forcément mieux, quoi. Enfin, Oui. Oui, oui, ce sera difficile en fait de faire le distinguo. Et effectivement, la nervosité, elle est liée à la douleur, hein. Mais effectivement, indépendamment du phénomène douloureux, le magnésium, ça a un effet en fait calmant sur le système nerveux. Et puis voilà, c'est un oligo qu'on prend en état d'anxiété, de stress, ouais. et c'est enfin voilà, moi j'ai découvert voilà le niveau de sensibilité des chevaux à des supplémentations en magnésium. Je pensais pas que ça pouvait être aussi spectaculaire. Ouais. Ah, c'est assez fou, ouais. C'est assez fou. Du coup, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Mhm. Déjà, est-ce que, juste pour préciser, est-ce que le Team Ride Up, du coup, c'est juste du magnésium? Est-ce que c'est un magnésium classique? Et là, je vais te poser la question franco, hein, mais genre, est-ce que si moi j'ai un cheval ulcéreux ou suspicion d'ulcère, je lui achète n'importe quel magnésium et ça va fonctionner? Pareil. Mais non, en fait, le truc c'est que Timab, il est spécialisé donc en magnésium et que en fonction du sourcing en fait, en fonction de la source de magnésium, du traitement en fait de la matière première, c'est-à-dire que la matière première elle est chauffée, donc ça dépend de la température, ça dépend de la durée. Vous avez en fait, ça reste de l'oxyde de magnésium, c'est la même, c'est le même ingrédient. Par contre, il peut présenter des niveaux de réactivité en fonction du pH qui est différent. Et là, on a refait en fait enfin tout récemment là en avril, des essais in vitro où on a fait des suivis de pH à partir avec du jus gastrique, hein. On est allé à l'école vétérinaire de Nantes, prélever du jus gastrique, donc c'est un liquide extrêmement acide. Là, on est à 2, 3 de pH. Et on a testé différentes solutions sur le marché, hein, des solutions de confort gastrique. On a testé aussi d'autres oxydes de magnésium. Donc chimiquement, la même matière, sauf qu'en fait, en fonction de la réactivité, on peut avoir des réponses complètement différentes. Et donc, on a fait des suivis de pH et il se trouve que Team Ride Up remonte le pH du jus gastrique de manière incroyablement rapide et surtout prolongée dans le temps. La particularité en fait de ce produit, c'est que l'effet antiacide va être prolongé et va permettre, et c'est pour ça je pense qu'on voit des résultats cliniques avec ce produit alors qu'on a du mal à en voir avec les autres, c'est que l'effet antiacide, l'effet tampon gastrique, il est à la fois très rapide et très prolongé. Et donc, on arrive certainement à moduler en fait le jus gastrique et à le rendre moins acide. Et c'est en particulier le matin, au moment où les chevaux travaillent, hein, qu'il faut essayer de tamponner au maximum. L'idée, c'est qu'en fait, ces ulcères gastriques arrivent parce que le jus gastrique éclabousse la paroi haute en fait de l'estomac, là où en fait il y a peu de protection au niveau, enfin peu de protection par le mucus, et donc cette muqueuse de la partie haute de l'estomac qui est sensible en fait à l'acidité, plus elle est exposée à l'acide, bah, plus elle est lésée. Donc les ulcères, ils sont directement proportionnels. C'est pour ça que le niveau d'entraînement est vraiment un facteur clé d'augmentation
des scores d'ulcères, c'est que plus le cheval travaille, plus la muqueuse va être éclaboussée par le jus gastrique très acide, et donc plus elle va être lésée. Et donc une des clés pour limiter ces brûlures, ça va être de tamponner en fait le jus gastrique, en particulier le matin, au moment où les chevaux travaillent. Donc donner un peu de fourrage pour stabiliser le contenu gastrique. Ça va avoir un double effet. D'une part, mécaniquement, le fait de ramener de la fibre, ça va lester un peu le jus gastrique, donc il aura moins tendance à éclabousser. Et d'autre part, en donnant des fibres, en donnant du fourrage, le cheval va saliver. Dans la salive, il y a des bicarbonates, c'est un super tampon, et donc ça va limiter en fait l'acidité gastrique, qui est en fait la pire au moment en fait le matin, au moment où le cheval travaille. Enfin, pour ce qui est des chevaux de course qui travaillent le matin. Et donc, et rajouter en fait un antiacide, comme de l'oxyde de magnésium, comme du Team Ride Up, ça va permettre de tamponner encore mieux et donc de limiter les brûlures au moment où le jus gastrique éclabousse en fait la muqueuse. Ok. Et pour te répondre à ta question, en fait, non, tous les oxydes de magnésium n'auront pas le même comportement. Donc, celui-là a été sélectionné par Timab justement pour sa réactivité à la fois rapide et prolongée à des pH de jus gastrique de cheval. Ok. Trop intéressant. Trop chouette. Ok. Est-ce que, du coup, Claire, tu peux nous dire un peu comment... Il y avait un autre truc qui nous tenait à cœur aussi de transmettre dans cet épisode-là. C'est un peu la façon de gérer, la façon globale de gérer les ulcères gastriques. Tu t'as parlé beaucoup au début du principe, enfin, multifactoriel, des causes Mm. multifactorielles de l'ulcère gastrique. Est-ce que si, alors évidemment qu'un ulcère gastrique, comme tu le disais au début, c'est diagnostiqué uniquement par des vétérinaires et uniquement par gastroscopie. Donc on est sûr que notre cheval, il a des ulcères gastriques que si on fait une gastroscopie. Et donc évidemment que c'est que des vétérinaires qui pratiquent des gastroscopies et pas tous, faut être équipé, etc., etc. Mais donc on n'est pas voilà, on ne peut pas diagnostiquer d'ulcère gastrique simplement en regardant le cheval ou en étudiant son comportement. Mais ça n'empêche on a on peut avoir des fortes suspicions parfois, Mm. avec des chevaux, comme tu le disais, un peu stressés, on comprend pas trop pourquoi. Un peu difficile, un peu, moi je dis ronchon, c'est pas très scientifique comme mot, mais un peu ronchon en permanence, qui ont tendance à perdre de l'état, qui ont un poil un peu piqué, un peu pas terrible, sur certaines périodes de l'année ou pas, ou sur toute l'année. Ça, c'est quand même des signaux qui font pencher la balance vers au moins peut-être des inconforts digestifs. Peut-être pas ulcère, mais inconfort digestif. Quand on a un cheval qui présente tous ces comportements-là Mm. et ces problématiques-là, qu'est-ce que toi tu conseilles, tu vois, et qu'on a des suspicions du coup d'ulcère gastrique, Mm. qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec notre cheval? Donc, alors moi, je pars du principe qu'il faut, enfin voilà, gérer ces problèmes, c'est un peu pyramidal. C'est-à-dire que la base de la pyramide, c'est de vérifier qu'en matière de conduite alimentaire, conduite d'entraînement, gestion de base du cheval, on a mis en fait tous les atouts de notre côté. Donc, sur un plan alimentaire, ça va être quand même de vérifier que la quantité de fourrage est appropriée, c'est-à-dire que ils sont censés manger en permanence, hein. C'est le fractionnement des repas et le fait de les laisser sans rien faire à jeun, c'est un facteur de stress important. Et ça peut en fait, et même voilà, des chevaux qui seraient laissés 2-3 heures, et on l'a vu en fait, dans des paddocks en sable où en fait il y a rien à manger, c'est-à-dire il n'y a pas de foin à grignoter, des périodes de jeûne comme ça, c'est extrêmement délétère pour l'estomac. Donc il faut que les chevaux puissent manger en permanence. L'abreuvement aussi, c'est particulièrement important parce que évidemment, on est tous, enfin voilà, on est tous convaincus qu'ils peuvent boire, et en même temps, l'abreuvement des chevaux varie énormément selon la qualité de l'eau qu'on va leur apporter. J'ai eu l'occasion de faire des études sur la qualité de l'eau, et en fait en modifiant la qualité de l'eau, c'est-à-dire en mettant une structure qui purifiait un peu l'eau, on a observé, on a mesuré en fait des augmentations de 25% de la consommation d'eau au sein d'une écurie. Et donc que ce soit la qualité de l'eau,
qui est un peu chargé, un peu, qui a une odeur ou un goût, etc., et qui peut altérer en fait le niveau d'abreuvement. Donc, s'assurer que les chevaux boivent à volonté et qu'il n'y a pas en fait de limite à leur consommation d'eau. Ou alors sur des abreuvoirs automatiques, des palettes qui sont trop raides. Et en fait, les chevaux, voilà, ils vont boire à minima et ils vont pas boire en fait tout ce qu'ils pourraient boire si on leur laissait en fait des seaux à disposition. Donc, s'assurer vraiment que l'abreuvement il est optimal. C'est tout bête, hein, mais abreuvement optimal, foin à volonté, fractionner les repas de manière à ce que l'apport en céréales, en amidon, donc essayer de limiter l'apport de concentré par rapport au fourrage. Le fourrage, ça doit constituer l'essentiel de la ration. Se concentrer, essayer de le fractionner au maximum, mais ça dépend un peu des possibilités matérielles, d'organisation au sein d'une écurie. C'est pas toujours facile en fait de fractionner en 3-4 repas, hein. Il y a des contraintes humaines et matérielles. Essayer, oui, dans la mesure du possible, de limiter la quantité d'amidon, de sucre, hein, parce que c'est ça qui génère en fait des pics d'acidité. Et pour voilà des chevaux, si on a du mal à diminuer les concentrés, que le cheval perd de l'état, essayer de donner en fait par exemple des huiles végétales pour compenser en fait la diminution d'énergie liée aux céréales et essayer de donner plus de fractions lipidiques et pour baisser en fait la part de glucides. Et on sait bien en fait que l'amidon c'est un facteur d'augmentation de l'excitabilité des chevaux. Ça a été bien démontré aux États-Unis sur des chevaux sujets à myosite, où là pour le coup on s'est aperçu que les rations hyperglucidiques hyperamidonés, augmenter le niveau d'excitabilité et donc prédisposer au myosite. Et donc c'est pareil, cette augmentation de l'excitabilité, elle est certainement pas pour rien dans l'augmentation de prévalence des ulcères et dans le fait que par exemple les pur sang soient particulièrement exposés parce qu'ils sont hyper excitables. Donc essayer de faire redescendre au niveau pression en limitant la quantité d'amidon et en remplaçant, en substituant en fait la part amidonnée par des huiles. En fait, le cheval peut digérer les lipides et donc euh, compenser le déficit, enfin la baisse énergétique par quelque chose de moins chauffant. Et après, en matière d'environnement, bah, baisser les stress, c'est-à-dire les mettre avec des congénères, les laisser au paddock plutôt que de les enfermer H24. Euh, c'est un peu les mêmes conseils qu'on aurait sur des chevaux myositeux en fait, hein. Le problème myosite et ulcère, franchement, les solutions, elles sont quand même assez similaires. Euh, les routiner pour limiter les stress en fait. Le cheval, Ok. c'est pas forcément un animal qui aime bien le changement et les modifications d'habitude. Et donc, tout ce qui peut, voilà, le faire gagner en sérénité, dans l'environnement, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a vérifié, voilà, fourrage, abreuvement, amidon contrôlé, que la ration, elle est OK, qu'il mange bien et qu'il n'y a pas de problème aussi enfin, évidemment, vérifier l'appétence de tout ça. Effectivement, c'est de passer au stade supérieur, c'est de mettre un complément, une supplémentation pour aider encore l'animal à faire face à ce problème. Et là, c'est la mise en place effectivement de suppléments anti-ulcères, dont le Team Ride Up. Enfin, pour le coup, si je dois vous en conseiller un, ce sera celui parce que en fait, il va aider à tamponner. Tout ça, c'est fait pour tamponner, hein, que ce soit le fourrage, la baisse d'amidon, l'abreuvement, tout ça, c'est fait pour tamponner l'acidité gastrique. Mais on peut aider en fait avec une supplémentation qui n'est pas encore du médicament. Là, en fait, on est vraiment encore sur de l'alimentaire, sur de la nutrition. Et puis, si on n'y arrive toujours pas, à ce moment-là, on passe au stade médical et il faudra aider le cheval de manière vraiment la plus efficace, c'est-à-dire passer à un traitement à base d'oméprazole. Donc c'est une molécule qui va bloquer en fait ce qu'on appelle les pompes à protons. C'est un inhibiteur de la pompe à protons et donc ça va limiter l'acidité gastrique en bloquant en fait les pompes qui permettent d'augmenter en fait l'acidité gastrique. Et là pour le coup c'est définitivement le traitement de référence. C'est ce qui permettra d'être le plus efficace. Mais je pense qu'il faut aller graduellement et un peu étape par étape pour partir de ce qui est le plus fondamental et de ce qui est à la base des ulcères et trouver des solutions qui soient adaptées, mais en gardant le médicament comme vraiment l'ultime recours et non pas voilà, mettre d'entrée de jeu des microdoses de médicaments sans modifier en fait l'environnement. Ouais.
Ok. Trop bien. Dernière question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que du coup, tu parlais tout à l'heure, tu vois, dans l'acidité, tu disais que un des trucs cool avec ce type de magnésium particulièrement, c'est que à la fois il tamponne rapidement, le pH Mm. descend rapidement, mais sur de manière prolongée. Est-ce Non, que le ça, pH, il augmente rapidement. ah, il augmente, oui, pardon, le pH augmente rapidement, mais donc l'acidité baisse, mais le pH L'acidité, ouais. augmente rapidement et de manière prolongée. Est-ce que ça veut dire que ce produit-là, il est plutôt à conseiller en cure, ou est-ce que à partir du moment où on a un cheval où on soupçonne des ulcères, qu'on a fait un peu le protocole là que tu nous proposes en gros en mettant tout ce qu'il faut d'un point de vue besoins fondamentaux plus la supplémentation de ça, si on voit que ça améliore le cheval, est-ce qu'on part du principe que de toute façon c'est un cheval ulcéreux et du coup il faut le mettre 365 jours sur 365 sous complément? Non, moi je pense que, en tout cas sur les chevaux sportifs, c'est directement lié, les ulcères, ils vont être directement liés au niveau d'entraînement. Donc en fait, faut en mettre quand ils en ont besoin, mais pas, à mon sens, supplémenter sur les périodes de repos, où le cheval est zen, où il est moins soumis. En fait, moi, comme je travaille beaucoup avec des chevaux sportifs, c'est vrai qu'ils sont pas à longueur d'année à l'entraînement en pic de forme. Donc sur des chevaux sportifs, il faut se concentrer sur la période de compétition. Voilà, 3 semaines avant le retour vraiment à la compétition, supplémenter presque en prévention, hein, parce que les compétitions et c'est en fait c'est les études qu'on a fait où on a fait vraiment des centaines de gastroscopies, parfois très proche de la compétition, très proche enfin juste après la compétition, et on a vu l'état des estomacs et ce que ça faisait en fait, ce que la compétition induisait en matière de lésions, le stress du transport, le stress de la course. Généralement, les entraîneurs vont limiter l'alimentation un petit peu avant. Il y en a qui coupent même vraiment les fourrages, etc. Et quand on fait une gastroscopie 24-48 heures après une compétition, la plupart du temps, franchement, les estomacs sont quand même bien dégradés. Donc, et c'est aussi présent dans la littérature, que c'est vraiment le stade ultime de la préparation et la compétition qui va augmenter les scores d'ulcères. Donc sur ces chevaux sportifs, moi je dirais il faut voilà les mettre sur la saison au moment où ils en ont vraiment besoin, et quand voilà ils redescendent en pression, on lève le pied et on garde la solution de manière à ce que voilà l'effet au long cours, voilà ça fait pas des années que c'est sur le marché, donc pour l'instant les supplémentations au long cours on connaît pas vraiment les effets à très long terme. Moi, je pense qu'il faut le mettre quand on en a besoin, et puis on arrête quand il y en a moins besoin parce que le cheval il est parti en vacances avec des copains, donc on arrête là. Non, les chevaux, enfin l'ulcère, sont des lésions qui apparaissent très rapidement, mais qui cicatrisent aussi. C'est de la muqueuse, donc il y a un renouvellement cellulaire qui est rapide. Donc l'apparition est rapide, la cicatrisation, elle l'est aussi. Et non, les chevaux restent pas avec des ulcères de grade 4 à vie. Il y a forcément des phases de rémission, des phases où ça rechute, parce que modification alimentaire, modification d'environnement, augmentation de la charge de travail, etc. Mais non, je serais plus partante pour faire des cures au moment où on en a besoin, et de lever le pied et de voir en fait la dose minimale, ou voir ce qu'induit en fait une interruption. Si le cheval reste bien sans, eh ben, autant rien donner. Ouais, Les ok. changements environnementaux peuvent suffire aussi à régler le problème. Ok, trop intéressant. Et du coup, je vais au bout de mon idée parce que je te pose toutes les questions qui me viennent là. Tu dis changement d'environnement, changement d'intensité de travail. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de supplémenter un poulain qui part au débourrage, par exemple? Oui, oui, définitivement, parce que ce caractère, oui, le stress lié au sevrage, au débourrage. Je pense que effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'études pour voir ce qui se passait au niveau digestif sur ces jeunes chevaux, et le degré de lésion induite. Il y a eu quelques études hein, sur le débourrage et sur le sevrage. Mais oui, tout ce qui est période de stress, et compte tenu de l'intérêt sur un plan comportemental, je pense que pareil, on est doublement gagnant. Après, voilà, faut adapter les doses, faire des demi-doses, hein, c'est des petits chevaux. Mais oui, je suis assez convaincue. Si j'ai eu des poulains en préparation
déclarations de vente où les préparateurs me disaient franchement que ça les avait beaucoup aidés et que certains voilà avaient repris en fait meilleur comportement et voilà un état une prise d'état qui était intéressante. Mais oui, sur ces toutes les périodes en fait de gros stress, je pense que ça peut être ponctuellement intéressant de supplémenter. Ouais. Donc en fait, c'est presque sur ce truc-là, je me dis que c'est presque pas dépendant du niveau de performance que tu fais. À partir du moment où, admettons, tu vois, là moi je me projette dans mon cas par exemple. Moi, mon Mm. cheval, il est en permanence à la maison avec ses potes, etc. À partir du printemps-été, là, j'adore aller faire des stages à droite à gauche. Et ben, je sais très bien que mon cheval, il déteste les transports et il est pas confortable comme tous les chevaux dans les environnements qu'il connaît pas. Donc Mm. ça peut être clairement des périodes où même moi, qui ne suis pas une compétitrice de haut niveau, ça peut être Mm. pertinent de supplémenter mon cheval pour qu'il le vive le mieux possible d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue physiologique aussi, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée. Là, quand on voit en fait les retours d'entraîneurs de galop, voilà, qui sont voilà des gens de chevaux, des vrais professionnels qui disent, waouh, les chevaux, ils sont sur certains individus, c'est juste, c'est assez incroyable la façon dont les chevaux se posent. Ouais, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Après, comme n'importe quel complément, la réponse, elle est individuelle. Il y a des chevaux qui vont réagir très fort, d'autres qui vont réagir moins fort, d'autres qui vont pas réagir. Ça, c'est vraiment des réponses. On peut pas savoir avant d'avoir essayé le produit sur tel individu la façon dont il va répondre. Mais on a tellement voilà, de bons retours, des témoignages vraiment percutants sur l'intérêt comportemental du produit que oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de chevaux ouais, qui bénéficient de cette supplémentation un peu forte en magnésium. Ouais. Ouais, trop bien. Trop cool, trop intéressant. Tant qu'on y est, est-ce qu'il y a des cas pour lesquels c'est par contre surtout pas recommandé la supplémentation en magnésium ou Ah, pas écoute, forcément? non. Là, c'est une dose qui reste une dose alimentaire, hein. On est à 100% des apports journaliers, donc on n'est pas sur des doses à 300% des apports recommandés, hein. On est sur une dose qui est nutritionnelle, hein. C'est pas une méga dose. Ouais, Non, il n'y a pas de. il n'y a pas de Moi, j'ai eu contre-indication. aucun effet secondaire parce qu'on a regardé. Souvent, ça peut, enfin, en théorie, le magnésium peut induire des diarrhées osmotiques. Enfin, ça fait un appel d'eau et en fait, sur les centaines de chevaux qu'on a supplémentés, il n'y a jamais eu le moindre problème digestif, le moindre crottin mou, etc. Donc, effet secondaire, bah, aucun rapporté pour l'instant. Ok, trop bien. Donc ça peut, je pense à ça parce que tu vois, je me dis sur les périodes de sevrage, par exemple, du coup c'est un produit qu'on pourrait presque autant utiliser sur la poulinière que sur le poulain, Éventuellement, ouais. par exemple. Ok. Sur, Il n'y a pas de stade physiologique auquel il faut faire particulièrement attention ou quoi. Ok, c'était par rapport à ça ma question. Trop bien. Bah écoute Claire, mine de rien, ça fait presque une heure qu'on discute. Est-ce que j'ai du coup hyper envie de te demander si les gens ils ont envie d'en savoir plus sur l'ulcère gastrique ou sur ce fameux Team Ride Up, comment ils peuvent trouver les infos de l'un et de l'autre? Eh bien, sur mon site internet, equitest.com, il y a voilà des informations sur les effets physiologiques du magnésium. Il y a aussi la boutique. Mais voilà, et puis je vais mettre je vais mettre aussi en ligne le bulletin technique là tout à fait prochainement alors il y a la publication hein, puisqu'en fait la première étude, ces données ont été publiées dans une revue scientifique. Donc c'est voilà, c'est validé par nos pairs. Donc ils peuvent retrouver l'étude scientifique et puis un bulletin technique tout récent avec les différentes courbes en fait de suivi de pH en particulier la courbe du Team Ride Up sur le pH des jus gastriques sur voilà 2 heures de suivi, 8 heures de suivi et la comparaison en fait avec d'autres produits classiquement utilisés en en soutien en fait de ces problèmes d'ulcère. Ok, trop cool. Et je mettrai les liens du coup nécessaires pour tout trouver dans la description du podcast. Comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus et arriver sur les bonnes pages tout de suite. Trop bien. Eh bien, écoute, Claire, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que j'avais envie enfin, qu'on partage aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Mais écoute, non, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, c'est vrai que c'est un produit, oui, qui m'a bluffé et c'est vrai que je t'en avais fait part. Et oui, c'est assez enthousiasmant de tomber sur des choses comme ça qui nous réveillent, en fait, Ouais, un petit peu. ouais, Et donc voilà, je n'aurais qu'un conseil, c'est essayer si vous avez des suspicions de douleurs gastriques ou voilà des chevaux sur un plan comportemental que vous trouvez un peu compliqué à gérer. C'est une supplémentation qui est enfin peu chère par rapport à la concurrence et qui mérite d'être essayé. Voilà. Après, je vous le répète, les résultats sont individuels. Sur certains chevaux, on aura des effets qui sont vraiment spectaculaires. Sur d'autres, ce sera moins évident. C'est vrai pour n'importe quelle supplémentation. Mais voilà, toutes les études qu'on a menées, effectivement, quand on se place sur un plan statistique et sur un plan de population, globalement, c'est un produit qui fonctionne, en tout cas sur l'amélioration des muqueuses gastriques. ouais, ok, trop bien. Et c'est sûr que, enfin, une des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui aussi, c'est que, enfin, moi, je suis pareil, j'ai évolué pendant des années dans l'univers de la complémentation en alimentation animale et on sait très bien que il y a il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais comme il y a de la demande, on se dit qu'on va faire un truc. Et pour le coup, c'est assez rare en fait les trucs. Alors déjà, c'est assez rare les produits avec ce niveau De de, preuve, de ouais. preuve Mm. scientifique. Et d'un point de vue un peu plus perso, c'est assez rare les produits qui réveillent la petite étoile dans l'œil de Claire qui nous rejoint aujourd'hui. Et en fait, c'est assez chouette de voir à quel point, au-delà de ça, en fait, il y a ce truc d'intérêt aussi, nous, où on est en mode, waouh, on a un truc qui marche trop bien, on a envie de faire plus, de le mettre plus sur le marché et tout ça. Mais parce que nous aussi, on est porté, enfin, toi comme moi, on est porté par ce truc on a enfin, presque, un truc qui va vraiment aider les chevaux, quoi. Mm. Et Ouais. les chevaux sur le terrain, ils vont pouvoir enfin être aidés par cette poudre-là ou ces microgranulés-là qui sont pas une poudre de parlimpinpin qu'on met parce que on sait que le propriétaire il aime bien mettre des poudres et parce qu'il a l'impression de prendre soin de son cheval, mais vraiment parce qu'on a un truc, on est persuadé de notre truc, on sait que ça marche. Toi en plus, tu as vraiment l'expérience qui te permet de le dire. Et derrière, c'est des chevaux qui vont mieux, des chevaux qui vivent mieux. Et c'est quand même ça le principal, quoi. Donc voilà, je pense que, enfin, on partage ça, toi et moi, ça c'est sûr. Tu as bien résumé Oui, là, tu as bien résumé la chose. C'est Ouais. vrai. Trop cool. Bon, bah écoute, Claire, je propose qu'on se laisse ici. Je vais laisser toutes les infos nécessaires dans la barre. Ah non, il y a un truc hyper important qu'on peut dire maintenant. C'est que Claire, de sa grande générosité, pour me remercier d'intervenir dans le podcast, en fait, on a décidé, enfin, elle a décidé de vous proposer un code promo sur ce produit-là. Si jamais vous avez envie de le tester parce que vous avez un cheval qui répond à tous les comportements dont on a parlé depuis le début ou à certains, elle vous propose un code promo qui vous permet de faire, si je me trompe pas, 5 euros de réduction sur une boîte. Et je vous mettrai du coup le code promo, c'est MOP, c'est M-O-P, donc de Morgan Penkin, j'imagine. Donc MOP5, et ça vous permettra d'avoir 5 euros de réduction. Et c'est directement, vous pouvez le rentrer directement sur le site internet de Claire. Je vais vous mettre encore une fois le lien en description. C'est hyper facile à rentrer, et comme ça, vous pouvez en plus profiter de ça. Nous, ça nous fait plaisir. C'est vraiment ce truc de plus on aide les chevaux, mieux on se porte aussi. C'est un des trucs qui nous porte, Claire et moi, au quotidien. Et donc, si on peut vous faire profiter de ça et faire profiter à vos chevaux de ça, c'est vraiment avec grand plaisir. Donc, merci Claire pour ça. Bah, merci Morgane de ton invitation. C'était chouette. Trop cool. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!